bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télévisé de Business Industrie Dijon pendant 2 jours ici au Parc des Expositions de Dijon. J'accueille les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour évoquer toutes sortes de sujets liés à l'industrie. Et l'un des sujets qui nous suit tout au long de ce salon, c'est les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous est diffusé en direct sur le site internet businessindustrie-dijon.com et il sera visible dès que les caméras seront coupées sur le YouTube du salon Business Industrie Dijon. L'intelligence artificielle, je le disais à l'instant, c'est le sujet qui nous réunit cet après-midi. Je commence avec vous, Olivier Schimpf, directeur de Robotics Valais. Robotics Valais, qu'est-ce que c'est ? Pôle de compétences autour des sujets de robotique. C'est un cluster. On est un cluster sur la robotique et l'industrie 4.0. Et l'objectif, c'est de fédérer et d'animer la filière robotique et industrie 4.0 en Bourgogne-Franche-Comté. Et ça passe énormément par de la sensibilisation, de la promotion des technologies et faire comprendre aux industriels comment ils peuvent utiliser ces technologies. La sensibilisation, convaincre, séduire, acculturer sont des mots qu'on entend régulièrement. Il y a encore besoin de le faire auprès des industriels. Oui, il y a besoin de le faire tous les jours. En fait, certaines personnes voient la robotique et l'intelligence artificielle et toutes ces technologies comme quelque chose qui fait peur, alors que ça peut se déployer relativement simplement et de faire gagner du temps, faire gagner de l'argent et du plaisir au travail ou du bien-être au travail. Oui, voilà, améliorer les conditions de vie au travail, en tout cas, ça peut y contribuer. On comprend éventuellement pourquoi les réticences, pourquoi la peur éventuellement. Ça peut coûter cher, ça peut ne pas être bien accepté par les équipes, il va falloir former les équipes, et puis c'est un saut vers l'inconnu quelque part. Encore aujourd'hui, l'IA, franchement, on n'a pas idée de jusqu'où elle va nous emmener. L'IA, ça fait peur parce que c'est magique. Yannick nous en parlera tout à l'heure, c'est magique. On imagine pouvoir faire tout avec, mais on a aussi peur, comme on avait peur de la robotique il y a quelques années, que ça nous prenne notre travail et que derrière on n'ait plus de compétences et qu'il n'y ait plus besoin de matière grise pour pouvoir travailler. Je pense que c'est plus le côté matière grise qui fait peur que le côté opérateur dans ce domaine-là. Et alors c'est marrant que vous utilisiez le terme de magie parce qu'il y a quelques instants sur ce même plateau à votre place, le fondateur d'une start-up byzantine disait il faut sortir de la magie de l'IA, de cette solution à qui on pose une question et qui fait une réponse bluffante en moins d'une seconde. Il y a encore une dimension magique certes, mais l'IA ou la robotique dans une entreprise, c'est d'abord destiné à répondre à un besoin bien spécifique et bien identifié. C'est ça. Je pense que c'est ce que toutes les personnes, et je pense que Yannick nous en parlera tout à l'heure, l'IA, faut qu'il y ait un cas d'usage, il faut qu'on l'applique à quelque chose de pratique. Autrement, c'est de l'argent mis en l'air pour rien, ou qui est dépensé pour des solutions qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et c'est pour revenir à la robotique, c'est comme pour la robotique. Mettre un robot, moi j'ai des cas d'entreprises qui ont utilisé des robots pour le côté nouvelle technologie. Et derrière, il n'y a pas de vrai cas d'usage et donc ils se retrouvent avec une installation à plusieurs centaines de milliers d'euros qui n'est pas utilisée parce que c'est pas adapté à leurs besoins. Et je pense que aujourd'hui, l'IA, on est à peu près à ce stade-là en se disant, on peut mettre de l'IA partout, on nous en vend tous les jours en disant c'est magique, vous allez pouvoir faire tout avec de l'intelligence artificielle. Mais on se rend compte que c'est parfois dépenser de l'argent là où il n'y en a pas besoin, alors qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de gagner de l'argent et si elles sont bien utilisées. Donc il faut y aller, ça, on est tous convaincus de ça sur ce salon et autour de cette table, mais pas n'importe comment. Ça faut y aller. Ouais. Faut pas louper le coche. Et dans tous les domaines. Ouais. Aujourd'hui, dans tous les domaines, il faut imaginer utiliser l'IA comme un assistant ou comme quelque chose de nouveau, mais qui peut permettre d'améliorer les conditions de travail et d'efficacité dans le travail. Donc, si on veut pas y aller n'importe comment, il faut trouver le bon expert pour nous accompagner. Et ça peut être, par exemple, la société Davy, dont Yannick Gérard, vous êtes le responsable recherche et développement. Vous avez, vous, personnellement,
un parcours dans l'innovation et la création d'entreprises, puisque vous avez travaillé pendant 15 ans au sein de la structure qui aujourd'hui est la SAT Science. Votre profil, les sciences cognitives, et vous êtes donc au sein de cette entreprise Davy, basée en région parisienne avec des sites en Bourgogne, notamment à Dijon. Et quel est son métier ? Quel est votre métier chez Davy ? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Merci à Olivier. Merci Patrice. Je vais, spécifier quelques petits points. Je ne suis pas resté 15 ans à la SAT. J'y suis resté 3 ans. Je suis resté 15 ans à l'Université de Bourgogne. Ah, mais d'accord. C'était juste à côté. Donc, c'est des voisins et des amis. Exactement. Davy, c'est principalement une société qui est implantée en région Bourgogne-Franche-Comté. On a effectivement notre siège social qui est situé à Paris. La société a été pendant plusieurs années sur Paris et maintenant on a 60-65% de nos effectifs. On est une petite trentaine qui se situe à Nevers, donc dans la Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est exact que pendant un certain temps, elle était sur Paris. Alors oui, Davy, nous, on est éditeur de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle. On propose une plateforme d'intelligence artificielle, fatalement, qui s'appelle Rhétorique, et qui permet de faire des humains digitaux qui sont des experts métiers. Alors ça veut tout et rien dire. On vient du chatbot au départ, qui soulevait exactement les mêmes questionnements, où au final, ils vont tous nous remplacer, ça va faire de la destruction d'emplois, et au final, ce n'est pas ce qui s'est passé, on le voit, ça s'est bien amélioré. Maintenant, cette histoire de conversationnel, on n'a plus besoin d'experts. ChatGPT a été cité. Mais en tout cas, je vais juste prendre un tout petit exemple qu'on prenait à l'époque quand on vendait des chatbots. Je remonte en 2012, la société existe depuis 2000. Elle a commencé à faire de l'intelligence artificielle à partir de la première décade en 2010-2011. Et là, maintenant, on est dans le bon tempo, il se passe beaucoup de choses. Mais déjà, en 2012, beaucoup de choses se produisaient et on nous disait, oui, ça va remplacer toutes les personnes, on n'aura plus personne à l'accueil, on n'aura plus rien. Et au final, on va parler à des écrans. On va parler à des écrans, mais ça se passe encore aujourd'hui. On passe, en tout cas pour moi, la plupart de ma vie, je la passe devant un écran, comme certainement beaucoup de personnes. Mais il y a un exemple pour rebondir sur ce que disait Olivier, c'est faisons-nous plaisir au travail. Alors, il ne faut pas non plus le prendre comme une mantra, c'est pas vrai toujours avec l'IA, etc. Mais parmi les premiers travaux qu'on a fait avec de l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine du tourisme, avec des offices de tourisme. Bon, il y en a de moins en moins, c'est pas de la faute de l'IA. Et dans ces offices de tourisme, on emploie des gens qui sont là pour valoriser le patrimoine. Et qu'est-ce qu'on venait leur demander à chaque fois ? 70% du temps, la question, c'était où sont les toilettes ? Donc, bon, quand on peut automatiser ce genre de choses, c'est pas mal. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès. Ces personnes qui viennent demander où sont les toilettes, elles demandent d'autres choses. Donc, on les a attirées dans un lieu pour leur rendre d'autres services. Mais quand la majorité des demandes, c'est ça, c'est fatigant. Donc, la conviction était qu'on pouvait dégager les personnes de cette tâche d'information à caractère pratique pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la valorisation du patrimoine et du territoire. Exactement, c'est très joliment dit, mais c'est exactement ça. Merci. Donc pour continuer, en tout cas aujourd'hui, sur la plateforme d'intelligence artificielle qu'on propose, c'est des chatbots extrêmement évolués, ça va beaucoup plus loin maintenant, tout le monde a un peu testé ces intelligences artificielles. Donc nous, on propose des services qui sont à peu près équivalents. On s'est inspiré largement de ce qu'ont fait OpenAI, en tout cas tous les gros Meta, etc. Mais notre différenciateur clé dans le domaine de l'IA, c'est l'informatique affective. On rend ces agents sensibles, ils ont les mêmes codes de communication que les humains, pour justement, on va certainement parler d'interface homme-machine, mais pour justement qu'on ne soit pas perdu, qu'on ne soit pas obligé de réinventer une communication particulière avec la machine. Et à partir de ça, on arrive à parler avec une machine et elle nous répond, elle interagit avec nous avec des codes similaires de ceux des humains. Et à côté de ça aussi, on a pris le parti de les incarner, donc leur donner une forme. C'est pour ça on dit des humains digitaux. Et ça permet d'avoir la gestuelle. Là, je fais beaucoup de gestes. Je suis en train de passer au-dessus de la table. Je montre Olivier, je montre Patrice. Et nos agents font la même chose, avec en plus des émotions qui sont véhiculées, qui sont cohérentes avec ce que dit l'agent. Et au final, l'ensemble s'appuie sur de l'expertise métier. Donc, Davy, nous, on n'a pas d'expertise, à part en intelligence artificielle et en 3D, et on utilise, disons,
on prend l'expertise de nos clients qui nous conduisent et avec ça, on fait des humains digitaux, experts métiers. Voilà pour une introduction l'importance générale. que votre client ait des données organisées, structurées, utilisables par une IA. Ça, c'est la base. Alors, oui, bien sûr, ça, il faut de la donnée. Aujourd'hui, ça dépend ce qu'on veut faire comme expert métier. Un des derniers qu'on a fait dans le domaine des musées, le musée avait son site et surtout, ils ont des agents, ils ont des collections qui sont assez bien référencées. Et au final, dans ce genre de cas, on fait plutôt une exposition de ce que propose le musée. Donc là, on n'a pas besoin d'énormément de données, à part ce qu'il y a dans la tête des gens et quelques petites informations sur des sites. Par contre, on a beaucoup de projets à l'heure actuelle dans la médecine, par exemple, appareillés à distance, où il peut y avoir des robots ou en tout cas des appareillages. Là, par rapport à tout ce qui a été utilisé pour faire un diagnostic, là, il faut énormément de données pour pouvoir former des intelligences artificielles. En fait, ça dépend du domaine, mais il vaut toujours mieux avoir de la donnée. Beaucoup de données, ça permet de n'avoir besoin de l'expert qu'à la fin pour dire est-ce que ce que fait l'IA, c'est correct et ça correspond bien à votre métier. Sinon, l'expert, on en a besoin pendant tout le processus de création et c'est beaucoup plus coûteux pour les entreprises de se dire tiens, je vais faire une expertise, mais j'ai pas beaucoup de données. On peut le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et l'expert est très sollicité. Où en est le développement de cette solution? Donc, ce sont des humains digitaux, c'est des doubles numériques de nous-mêmes, en fait, capables de répondre 24 heures sur 24, ce que nous, on ne sait pas faire. Vous en êtes où? Alors, il y a plusieurs choses, justement. Bon, je vais pas rentrer dans toutes ces descriptions. Le double numérique est un de nos intérêts. On travaille dessus depuis 2 ans, c'est-à-dire comment, Patrice, vous pourriez animer une quinzaine d'émissions à travers la France, l'Europe, même dans des langues étrangères, en ayant exactement le même comportement, toutes vos connaissances, puisqu'à force de nous rencontrer, d'échanger sur l'IA et certainement toutes les recherches que vous avez faites, vous avez une expertise dans ce domaine-là qui vous permet d'échanger sur ce sujet. Donc, on est capable aujourd'hui, et là on prend pas vos données, c'est des interviews avec vous, on va reprendre la vidéo là qu'on va avoir ici, ça vous a filmé, vous avez écrit des choses, on prend tout ça et on peut faire votre double numérique. Et on peut l'installer ailleurs. Alors, on a tous essayé ChatGPT ou d'autres choses, il y a des hallucinations. Donc, il ne faut pas non plus rêver que vous serez aussi parfait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas exactement comme ça. Le rattrapage pourra un peu déraper. Par contre, ça fonctionne. La grosse difficulté, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est comment vos 14 doubles, alors que vous êtes en train d'intervenir ici, vont vous passer les connaissances des personnes qui étaient autour de la table pour vous informer vous et comment vous allez informer votre double qui interviendra plus tard de ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc c'est un peu ça la difficulté qu'on a. Donc le double numérique, c'est vraiment quelque chose de personnel, mais à côté aujourd'hui, là où on en est, on fait pas mal de choses. On fait différents agents. Là où on vient, je parlais des chatbots, on vient d'un système qui est une sorte d'expert auquel on pose une question, il vous donne une réponse experte. Je vais aller voir Notre-Dame à Dijon, il va vous dire tiens, tu vas faire comme ça. Aujourd'hui, on est capable de faire de la vente, on est capable de faire de l'assistance au diagnostic, on est capable de faire du coaching. On peut vous faire un coach où, en rentrant tout à l'heure, il va vous demander comment s'est passée la journée, etc. Et vous faire exprimer s'il y a des choses qui se sont bien passées, pas bien passées, et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour que ça se reproduise ou pas, et vous faire des bilans au fur et à mesure. Vous pourrez aussi vous former sur des nouveaux outils avec un formateur qui va vous apporter du contenu et vous challenger, voir si vous avez bien appris. On peut aussi vous faire des systèmes qui vont apprendre vos produits et vous aider à vendre vos produits après. Et on travaille beaucoup en ce moment sur des formateurs. Donc comment on fait un vrai formateur à 360 degrés, mais surtout dans un mode où, je prends un exemple, vous voulez entraîner quelqu'un au commerce, eh bien vous allez faire un prospect numérique pour que la personne puisse faire comme si elle allait essayer de vendre son produit à ce prospect. Et ensuite, vous avez une analyse qui va vous dire, tiens, il faut vous améliorer dans ce domaine, etc. Donc, on fait des agents qui sont proactifs et qui vont justement
vous amener à réfléchir plus loin que juste vous poser des questions, ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais on va beaucoup, beaucoup plus loin. Yannick, ce qui est tout à fait saisissant dans ce que nous raconte dans ce que nous raconte Yannick, c'est que il y a l'outil, il y a la techno IA qui est capable d'engranger de la donnée, de la structurer et d'en sortir quelque chose. Ce qui est saisissant là, c'est la manière dont on va travailler avec elle, c'est-à-dire cette interface entre l'homme et la machine. Les choses sont en train de bouger sur ce sujet-là à toute vitesse. Ouais, c'est en train de bouger, mais juste je voulais rebondir sur le chatbot et la formation et tout ce qu'on peut faire avec les intelligences artificielles, c'est que jamais elle s'énerve. Et jamais elle va nous dire t'es nul. Alors elle s'énerve pas, elle se met pas en grève et elle dorme pas. Et on peut lui faire répéter 100 fois, elle va toujours regarder son calme et ça. Non, tu es pas d'accord? Si, la plupart. Mais nous, pour justement, la formation et l'éducation, c'est vachement bien. Oui, quand on veut s'entraîner, etc. Mais en fait, justement, ce qu'on a fait dans ce qu'on appelle en informatique affective ou l'intelligence artificielle émotionnelle, on a mis des modèles avec des sortes de potentiomètres et il y a un seuil. Au fur et à mesure, on a une petite case scolaire, il y en a une vingtaine, on peut mettre un seuil assez bas et le robot peut passer en colère. C'est très rare. Généralement, on met des robots cordiaux qui s'énervent pas. Donc, on a des seuils. Quand le robot est énervé, il peut s'énerver. Et après, il y a une courbe qui fait diminuer sa colère, etc. Mais on est capable de le faire aujourd'hui. Et en ce moment, là, on s'amuse bien avec ça, justement, avec les patients numériques, les patients artificiels qu'on a fait. On s'amuse à les agacer un peu en les ayant réglés un peu colériques quand le médecin leur dit des choses qui leur plaisent pas beaucoup. Et donc, on peut. Mais effectivement, dans le domaine du business, ils sont tous cordiaux. Dans la relation entre les humains, il y a effectivement tout ce qui a trait aux émotions, tout ce qui a trait aux ressentis, les non-dits. Aujourd'hui, on est capable, ou en tout cas on s'achemine vers la reproduction des comportements humains dans la relation homme-machine. Alors, nous, on veut pas tendre vers la reproduction, puisque, en fin de compte, Olivier là ne me contredira pas, hein, c'est tout le discours qu'il a depuis qu'on est arrivé. On fait des agents qui ont des tâches dédiées. Donc au final, ils ont un objectif et l'objectif, c'est pas de ramasser les émotions de leurs interlocuteurs. On essaye de comprendre qu'est-ce qui est utile dans ce jeu émotionnel, dans ces comportements, pour qu'il n'y ait pas de dissonance entre ce qui est en train de demander l'humain à la machine et le retour de la machine par rapport à ce à quoi il ressemble. Pendant très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, et puis un peu moins, ça a duré assez longtemps, il y a cette histoire de vallée de l'étrange sur l'apparence. Donc sur l'apparence, quand les personnages ne ressemblaient pas trop à des humains, il y avait une espèce de gêne par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il y avait soit des personnages cartoon, soit de l'ultra-réalisme. Et au milieu, il y avait des choses qui se prétendaient ressembler à des humains, et ça allait pas, et ça a une sorte de malaise quand on interagit avec. De la même manière, quand le comportement complet de l'humain, de l'agent digital est pas cohérent, eh ben ça crée aussi une forme de dissonance. On le voit, par exemple, si je dis je suis très énervé maintenant, c'est pas très crédible. C'est incohérent. On a quelque chose, on dit il y a quelque chose qui va pas. Eh ben, faut tout mettre à flot pour justement mettre ça à profit, pour aider l'utilisateur à être dans le bain et pouvoir bien échanger avec son agent digital. Oui, c'est important que la machine capte l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est important si on fait de la vente, par exemple, ou de l'accueil, effectivement. Alors ça, effectivement, donc aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites. On peut analyser, il y a des logiciels qui permettent de savoir en temps réel quelles sont les expressions faciales de l'humain avec lequel on est en train de communiquer ou d'autres choses. Hein, c'est dans d'autres domaines, c'est utilisé. Même chose sur le spectre sonore, ce qu'on appelle la prosodie pour la voix. On connaît les émotions qui sont à l'intérieur. On sait aussi analyser la sémantique en fonction des mots. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Nous, on se base beaucoup là-dessus. Parce que quand on réduit, on enlève tous les appareils pour capter le visage. Quand on est sur un téléphone, il est rare que la personne soit très stable ou soit tout le temps, elle peut parler comme ça, comme ça. Quand on est dans un casque de réalité virtuelle aussi, pour capter les émotions faciales, c'est pas pratique. Pareil pour la prosodie, il suffit qu'il y ait un peu de bruit autour, ben ça va un peu tout casser. Mais en tout cas, on est capable aujourd'hui de récupérer ça et de mettre en adéquation avec des modèles.
Nous, on a pris le parti plutôt, je parlais de ces potentiomètres qui permettent de régler la colère, mais ça règle aussi la joie, ça règle des émotions positives, hein. Ne nous cachons pas. Au final, ça, on le fait par rapport au texte. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le sens de ce que dit l'utilisateur au robot. Donc le robot, il va se baser là-dessus pour changer tout son bain d'émotions, son bain de ressenti. Et c'est lui qui, par rapport à sa posture, il sait que, par exemple, c'est un assistant médical qui est là pour écouter les personnes qui viennent, qui doivent être en souffrance. Donc, il a son rôle, il a ses croyances qu'on règle au début, et ce que lui dit l'humain va commencer à lui faire revoir sa mission. Est-ce que l'humain est satisfait de son service ou pas? Et il va s'adapter à ça en répondant. Donc ça, on est déjà capable de le faire. Donc on peut, après, rajouter les émotions du visage et cette fameuse prosodie dans la voix, mais il faudrait refaire énormément d'expérimentations parce que tout ne se cumule pas et c'est pas juste quelque chose quand la personne sourit, dit des choses positives. Ça pourrait faire à la limite un renforcement, mais c'est très complexe de manipuler les émotions. Bon, Yannick, je vais être franc avec vous. Vous envoyez du rêve. À ce point, Clairement. Vous envoyez aussi des messages anxiogènes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver demain avec des tribus de doubles, d'avatars qui se baladent, qui ont notre apparence, et plus que ça, notre sensibilité. D'ailleurs, vous parlez de ces machines comme si elles avaient une personnalité, comme si elles étaient capables de comprendre, d'entendre, d'intégrer les ressentis et les sentiments. On se dirige vers un monde qui ressemble à ceux des films de science-fiction. Ça dépend lesquels. Mais Et généralement, les scénarios des films de science-fiction ne sont pas super positifs. Hein. Ce qu'il faut bien voir et ce qu'il faut bien considérer, c'est, comme je le disais aussi, on fait des experts métiers. Alors là, on parle du double, mais quand je parlais de double aussi, c'est pour vendre son expertise ou proposer des services. Donc on est toujours dans une posture qui est proche d'une posture professionnelle, souvent en contact avec quelqu'un. Il est rare que quand on rentre dans un magasin, on se fasse hurler dessus tout de suite. Donc c'est pas la personnalité du vendeur, de la vendeuse, c'est plus sa posture qu'on va essayer de mettre en place pour qu'il n'y ait pas de surprise. On fait pas, pour l'instant, on va peut-être du peuplement de monde virtuel avec des personnes qui ont plein de personnalités. On pourrait le faire, mais pour l'instant, c'est pas nos enjeux. Et les modèles qu'on fait sont liés à une tâche. C'est-à-dire que la personnalité de l'agent va être par rapport à la tâche qui lui a été dédiée et non pas sur tous les concepts du monde. Juste, par exemple, un amour du patrimoine de la ville de Dijon. Et la personne le prendra pour elle si quelqu'un insulte des bâtiments ou trouve que c'est pas bien fait, qu'il y a des choses qui vont pas, que c'est sale, etc. Par contre, tant qu'elle reste dans son rôle et sa conception, tout va bien. Et on pourrait bien sûr pousser. Après, je reviens à ce que dit Olivier très souvent, mais à quoi ça sert ? Et dans quel but ? C'est, au final, si on n'a pas de tâche derrière, nous on essaye de rendre nos agents les plus autonomes possibles. Bien sûr, là, on est en train de finir un de nos projets. On a eu par la banque, par BPI, un label Deep Tech pour faire ça. Ça va se finir l'année prochaine. On fait des agents qui doivent être cohérents avec leur environnement. Ils sont cohérents avec quelques personnes autour d'eux. Il y a une expertise qui est donnée, mais c'est toujours dans cette tâche. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent donner du conseil, ils peuvent appeler un de leurs collègues. Donc, on tend à les rendre autonomes pour qu'ils puissent avoir une série de tâches. Et là, on se rapproche du monde des robots. Et des tâches qu'on va affecter à des robots. Et le robot peut faire une chaîne de tâches. Et on fait la même chose dans ces mondes virtuels avec des intelligences artificielles. D'ailleurs, on en parlera peut-être un peu aujourd'hui, mais les LLM, ce qui sous-tend ChatGPT, etc. Donc là, c'est des grands modèles de langage. Là, on est en train de passer à ce qu'on appelle des IA agentiques. L'IA agentique, c'est un ensemble de tâches, par exemple, qui pourront être conduites. Et on peut espérer demain qu'il y ait une autonomie et qu'une personne, par exemple, on puisse simuler ce salon, mettre un visiteur à l'intérieur en lui donnant quelques petites appétences, curiosités, etc. et qu'on puisse regarder les stands, où il va dans les stands, qu'est-ce qu'il préfère dans les stands, est-ce qu'il préfère, en gros, tout ce qui est mis à l'intérieur, les kakémonos, les gens, le sujet, etc.
Bon, ça, c'est un exemple très bateau, parce qu'on Ouais. travaille sur d'autres sujets. Mais en gros, la vraie question qu'il y a en dessous, c'est comment ces agents dotés d'IA ou nos doubles numériques vont pouvoir par eux-mêmes décider de faire des actions, mais toujours dans un objectif de remplir une tâche. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Absolument, on reboucle la boucle par rapport effectivement à la première question qu'on se pose quand dans une entreprise qui veut se lancer dans l'IA, c'est pourquoi faire, quelle est la tâche ou les tâches qu'elle souhaite confier à une machine, à un robot, à une IA, c'est-à-dire ne plus confier à un humain, notamment parce qu'elle est pénible ou répétitive ou sans valeur ajoutée. On remercie Yannick Gérard, responsable R&D de l'entreprise Davy, et le mot de la fin pour Olivier Schimpf, directeur de Robotics Valais. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce qui vient d'être raconté, et notamment cette dimension qui consiste à brouiller petit à petit la frontière entre l'humain et la machine. C'est ce que j'entends dans le propos de Yannick. On le voit beaucoup sur la robotique humanoïde. On parle de plus en plus de robotique humanoïde. On va leur donner des émotions. Et les robots humanoïdes, alors certains commencent à avoir des écrans qui permettent de transmettre de l'émotion pour pouvoir s'adapter à la personne, si c'est un enfant, si c'est une personne âgée, de ne pas réagir de la même façon et de pouvoir transmettre quelque chose et qui fera le côté émotionnel et le côté affectif avec le robot. On pourra j'imagine, développer peut-être pas des histoires d'amour, mais des affections et de permettre de traiter des maladies. On le voit sur des enfants trisomiques, par exemple. Mettre de l'émotion, mettre un petit robot humanoïde comme il y avait 5-6 ans, c'est pas assez empathique. Voilà, chercher le mot, pas assez empathique pour un enfant. Alors du coup, avec une interface qui récupérera ses émotions, il y aura beaucoup plus d'empathie entre le robot et l'enfant. On imagine effectivement que le marché est absolument immense. Voilà. Alors je vous rassure, c'était bien nous qui étions là sur le plateau cet après-midi. C'était pas des avatars, c'était pas nos doubles numériques. C'était bien nous, Olivier Schimpf, Yannick Gérard et moi-même Patrice Bouillot, qui vous retrouvons sur le prochain plateau. On va à nouveau parler d'intelligence artificielle. Bonne journée et bon salon.